Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, nous allons donc prendre le temps de questionner, d'analyser toute l'actualité politique et parlementaire. Au programme ce soir, notre grand débat autour du projet de loi bioéthique. Le texte est arrivé en débat à l'Assemblée nationale, il arrivera en janvier au Sénat, mais on va déjà organiser la discussion entre députés et sénateurs sur ce plateau, un peu comme ce qui se passe régulièrement dans les coulisses des deux chambres. On va évidemment s'arrêter sur la mesure phare de la loi, la PMA pour toutes les femmes. Le sujet est sensible, explosif, diraient certains. Les parlementaires sont divisés. Et vous, qu'en pensez-vous? Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Tout au long de l'émission, nous irons aussi régulièrement en salle des conférences pour recueillir d'autres réactions. Et ce sera avec vous, Alexandre Poussard. Et je serai avec Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui est l'un des rares sénateurs Les Républicains à être favorable à cette réforme de la PMA pour toutes, mais également aussi à la GPA. A tout à l'heure Alexandre, et puis allons plus loin, c'est aussi le match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Guillaume Bigot et Nicolas Tenzer. Nous reviendrons sur les propos d'Emmanuel Macron à l'ONU. Le chef de l'État répond aux accusations de Greta Thunberg. Je n'ai pas le sentiment que la France bloque, dit-il. Il dénonce, je cite, les positions très radicales de la jeune Suédoise. Avant cela, il avait déjà appelé les jeunes à ramasser les déchets plutôt que d'aller manifester les vendredis. Mais à quoi joue donc Emmanuel Macron? Pourquoi se met-il à dos les jeunes et les écolos? On va prendre le temps de se poser les bonnes questions avec nos invités après les premières explications de Flora Sauvage. Elle accuse les dirigeants mondiaux de trahison. Dans un discours à la tribune de l'ONU lundi, Greta Thunberg, la militante suédoise pour l'environnement, a tenu un discours poignant, tout en indiquant avoir déposé plainte contre la France et 4 autres pays devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Au Sénat, le discours de la jeune femme ne laisse pas indifférent. Sa démarche me dérange beaucoup. Pour la bonne raison, c'est qu'une jeune fille de son âge doit être à l'école et non à faire du sitting ici ou là. On se rend bien compte que l'impact des différentes problématiques que l'on rencontre et qui sont dénoncées par cette jeune qui n'a que 16 ans doit nous interpeller tous. Emmanuel Macron a rapidement répondu à Greta Thunberg, dénonçant des positions très radicales, tout en incitant les jeunes à aller manifester en Pologne, un État qui bloque les avancées de l'Union européenne sur le réchauffement climatique. Donc on a besoin de la mobilisation. Moi j'y suis très sensible. Elle m'a aussi bousculé et fait changer. Mais maintenant il faut qu'elle se porte plus sur celles et ceux qu'on doit faire bouger encore davantage. Je ne stigmatise personne. Mais je veux convaincre nos amis polonais que c'est bon pour eux de bouger. Mais chez les sénateurs socialistes, le discours d'Emmanuel Macron dérange. Aujourd'hui, il y a un double discours sur la défense de la transition écologique juste, qu'on a un président qui s'exprime beaucoup sur le sujet, mais qui est en décalage total avec les décisions politiques qu'il prend au plan national. Pour avancer au niveau national, Emmanuel Macron veut se doter d'un budget vert qui tracera recettes et dépenses en fonction de leur effet sur l'environnement, une mesure qui devrait être intégrée dans le projet de loi de finances pour 2020. Allons plus loin donc dans le match des idées ce soir. Avec nous Guillaume Bigot, bonsoir, politologue et essayiste, ancien conseiller de Charles Pasqua et de Jean-Pierre Chevènement. Et Nicolas Tenzer, bienvenue à vous également, président fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique et directeur de la revue Le Banquet. Merci à tous les deux. Beaucoup ont été surpris qu'Emmanuel Macron émette des réserves sur ces manifs de jeunes les vendredis pour le climat et qu'il attaque Greta Thunberg. Est-ce que ça vous a surpris, vous, Nicolas Tenzer? Est-ce que vous les comprenez, les propos du chef de l'État? Écoutez, je comprends à la fois les propos du chef de l'État et en même temps, si j'ose dire, les propos de Greta Thunberg. C'est-à-dire que le chef de l'État est d'abord dans son rôle, c'est-à-dire qu'il doit agir, il a un besoin d'action et il est vrai que des manifestations complètement désordonnées avec des mots d'ordre excessifs, finalement, ne mènent à rien. Et en même temps, comme il l'a dit aussi, c'est vrai qu'il a besoin d'être bousculé, il l'a avoué, et que tous les dirigeants de la planète ont besoin d'être bousculés. Et effectivement, c'est là qu'il faut comprendre à la fois le rôle et les limites de Greta Thunberg. Je ne vais pas faire du Thunberg bashing, sur la personne, sur sa personnalité, sur un certain nombre de propos excessifs ou dérangeants. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces mobilisations de jeunes, il n'y aurait pas cet aiguillon nécessaire pour que, tout simplement, les dirigeants de la planète agissent. Maintenant, c'est vrai que lorsque l'on voit, par exemple, les attaques contre 5 pays et pas les attaques contre les pays les plus pollueurs, quand on voit également qu'elle parle uniquement de l'enfance menacée sans parler des crimes de guerre d'Assad et de Poutine en Syrie, les bombardements au Yémen, de l'Arabie Saoudite,
Saoudite et des Houthis, ce qui se passe en Birmanie, etc. On se dit qu'il y a des choses aussi, malgré tout, plus graves. Mais je crois, encore une fois, qu'il faut comprendre son point de vue et qu'il faut l'écouter. Maintenant, encore une fois, les dirigeants doivent répondre, et ils répondent par des mesures raisonnables et sensées. Le chef de l'État a confié ceci à nos confrères d'Europe 1 sur le discours de Greta Thunberg, Guillaume Bigot. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Vous la trouvez radicale, Greta Thunberg? Vous êtes d'accord avec le chef de l'État? Il faut la remettre un peu à sa place? Ça devient un peu une habitude pour les chefs de l'État en France de dialoguer avec des adolescentes. Souvenez-vous de François Hollande avec Leonarda. Là maintenant, elle est un peu plus âgée. Alors évidemment, elle a bénéficié d'une aura médiatique considérable. Ça devient quasiment un phénomène de société. Tout ça est aussi chargé d'émotions. C'est une jeune fille. En plus, elle a cette pathologie. Donc il est absolument interdit de la critiquer. La cause qu'elle porte sur ses frêles épaules étant elle-même sacrée, il est absolument interdit d'émettre la moindre critique. Et donc, dans un premier temps, le chef de l'État a été obligé de se prosterner devant, disons, le phénomène de foire médiatique. Et puis là, Greta Thunberg elle-même, je pense, a été un peu trop loin. La franchise, bien sûr. Ouais, et le chef d'État a bien fait parce qu'une jeune fille de 16 ans, qui d'ailleurs met toute une logistique en place pour traverser l'Atlantique en bateau parce qu'elle ne veut pas prendre l'avion, et qui ensuite va s'adresser avec un ton comminatoire en donnant des leçons du haut de ses 16 ans à tous les chefs d'État de la planète, c'est à hurler de rire. Enfin, c'est une claque au lit et fêtez de voir. Enfin, parce qu'elle le fait avec cœur, on a vu son émotion hier, on le voit encore sur les images. La sincérité, si vous voulez, si vous prenez les choses par la sincérité, tous les fanatiques sont sincères. C'est extrêmement dangereux. Je crois que ce qui est très dangereux, c'est de considérer qu'une jeune fille de 16 ans, ça a été dit tout à l'heure, et très bien dit, même j'assume le caractère peut-être réactionnaire de cette posture, mais en fait, vous savez, c'est partagé par la gauche et la droite. Il y a très peu de mouvements politiques dans l'histoire de l'humanité qui se sont fondés sur des adolescents et qui partaient du principe que les adolescents avaient raison et que les adolescents pouvaient faire la leçon du haut de leurs 16 ans au monde adulte. Il y en a eu certains courants et ce n'étaient pas les plus heureux. Là, je pense qu'il y a quelque chose. Vous voyez, il y a une formule qui avait été utilisée, je crois que c'est par Talleyrand, voyant le jeune député d'Arras. Il n'avait pas 16 ans, lui, hein, en plus. Mais il était vraiment plein de fanatisme. Il montait à la tribune et ce jeune député d'Arras, en 1789, quelqu'un a dit, je crois que c'est Talleyrand, « Cet homme me fait peur, car il croit tout ce qu'il dit. » Donc là, c'est à la fois une jeune fille qui nous engueule parce qu'elle ne peut pas aller à l'école et manifestement, elle est tout à fait fanatique. Tout de même, dans ce que vous dites, il y a un peu de politique, ce qui m'amène à cette question, Nicolas Tenzer. Il se trouve que c'est effectivement, surtout à droite, qu'on observe les critiques les plus virulentes à l'égard de Greta Thunberg. Souvenez-vous, le 23 juillet dernier, la militante écolo se rendait à l'Assemblée nationale pour une réunion parlementaire sur le climat. Et sur Twitter, pas mal de députés de l'opposition, issus de la droite et du Rassemblement national, avaient appelé au boycott. Un mois plus tard, c'est Nicolas Sarkozy en personne qui taclait la jeune fille. Écoutez, c'était lors de l'université d'été du MEDEF. Si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? Je vois cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante, tellement originale. Il y avait beaucoup d'ironie, évidemment, dans le discours de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de politique derrière tout cela aussi? Emmanuel Macron, finalement, se range derrière une grande partie de la droite qui semble, sinon mépriser, au moins avoir des doutes sur Greta Thunberg. Oui, mais je pense encore une fois qu'il faut essayer d'avoir une position mesurée. Moi, effectivement, je ne veux pas dire que je ne suis pas gêné par un certain nombre de propos ou par son attitude, bien sûr. Mais l'appel à la panique, par exemple. Voilà. Et je pense que tout ceci, effectivement, me rappelle pardon de cette référence philosophique, me rappelle un peu, effectivement, Anne Jonas, qui écrivait un bouquin où il parlait de l'heuristique de la peur. Alors, c'est un terme un peu compliqué, mais ça veut dire qu'il faut avoir peur par principe, et qui demandait à une sorte de gouvernement autoritaire de gouverner la planète pour résoudre l'ensemble des problèmes. Il y avait quelque chose dans ce livre qui s'appelait le principe espérance. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est pour ça, c'est-à-dire que c'est tout le paradoxe de ces mobilisations. D'un côté, il faut des mouvements qui vont beaucoup trop loin
loin. C'est vrai aussi en matière de droits de l'homme, en matière de liberté, en matière effectivement des mouvements un peu qui sont vocaux en quelque sorte. Et puis d'un autre côté, il faut que les gouvernements aussi se disent attention, on ne peut pas non plus céder à une forme d'irrationalité. Et il y a un moment où Greta Thunberg l'a compris quand elle a dit attendez, je vais m'appuyer sur ce que disent les scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique. Il y a eu ce moment d'honnêteté que je trouvais très salutaire. Et puis après, on retrouve de nouveaux dérapages. Alors, je ne crois pas que ce soit la question de la jeunesse en tant que telle, qu'il y ait des mouvements de jeunes, effectivement, n'est pas du tout une mauvaise chose. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient sensibilisés effectivement à cette question du climat. Là, ce qui me dérange effectivement, c'est qu'on ne voit pas très bien d'où elle parle, où sont ses soutiens, ce qu'il y a derrière. Effectivement, je crois qu'il y a chez elle effectivement une vraie sincérité, quelque chose de profondément touchant. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, je préfère des mouvements qui ont une portée plus universelle encore, comme Malala. Je pense que Malala, qui était une jeune fille, mais qui a vécu quelque chose absolument de terrifiant, effectivement, Malala, effectivement, portait probablement plus que Greta Thunberg. Encore un mot, puis on passe au deuxième thème, Guillaume. Ouais, bon, c'est une citation un peu éculée, mais elle peut être utile dans ce contexte pour éclairer cette situation. C'est Bernanos qui dit, vous savez, pour maintenir la température du globe, de l'humanité, on a besoin de la fièvre de la jeunesse, parce que les autres sont trop froids finalement. Ce que vous dites, la cause est noble, le raisonnement scientifique est fondé, donc on a besoin de cette espèce d'excès. Oui, mais ce qui est caractéristique aussi de la jeunesse, c'est son optimisme, vous voyez. Et là, il n'y a absolument rien d'optimiste, au contraire, c'est vraiment à se tirer une balle, si vous me passez l'expression triviale. De plus, vraiment, j'insiste sur un point, on ne peut pas se dire de gauche ou se draper de gauche si on est objectivement contre les classes populaires. Il n'y a pas de manifestants pour le climat qui viennent de la France périphérique. Ces manifestations pour le climat concernent les enfants des bobos. Vous n'avez pas à Casablanca des marches pour le climat. Vous n'avez pas à Nigeria, à Lagos des marches pour le climat. Vous n'avez pas à Manille des marches pour le climat. Vous avez les enfants des bobos à New York, les enfants des bobos à Barcelone, les enfants des bobos à Londres ou à Paris, qui vont prendre l'avion pour aller en vacances et donc émettre énormément de CO2, qui vont utiliser leur tablette pour regarder des feuilletons Netflix. C'est ça la réalité, qui vont jeter l'opprobre sur les gens qui roulent en diesel et qui fument des clopes. Allez, sans transition, deuxième thème de ce match, ce rétro-pédalage surprise du chef du gouvernement. Je vous refais un petit peu l'histoire rapidement. Il y a quelques jours, le journal Les Échos annonce une mesure majeure concernant les seniors. La suppression de l'exonération de charges sur les emplois à domicile pour les plus de 70 ans non dépendants. Hier, 3 ministres confirment cela face caméra. Lorsque notre propos est d'accompagner les personnes âgées en situation de dépendance ou en situation de handicap, nous souhaitons au final recentrer les choses pour que les aides, quand elles existent, elles s'adressent aux personnes qui en ont le plus besoin. La question, c'est de focaliser l'aide maximale, dont tout le monde va être aidé, tous les emplois à domicile, et ça continue demain. Mais l'aide maximale, de la concentrer sur ceux qui sont en situation de handicap ou en situation de dépendance. Pour les gens qui sont des particuliers employeurs, qui embauchent directement une personne qui vient chez elle et qui a plus de 70 ans, mais qui ne serait pas dépendant. Oui. Dans ces conditions, ils vont rentrer dans le droit commun des services à la personne. Voilà, donc 3 ministres qui confirment la mesure, qui la justifient, mais voilà, face au tollé provoqué par cette annonce, c'est Édouard Philippe en personne qui a reculé tout à l'heure devant les parlementaires lors des questions d'actualité. J'ai fait le point, monsieur le député, avec la ministre du Travail ce matin. Nous sommes convenus ensemble, que cette décision aurait mérité une concertation beaucoup plus approfondie. Cette concertation, écoutez-moi bien, monsieur le député, cette concertation, elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas dans les conditions qui sont conformes à ce que je fixe comme objectif et ce que je veux suivre comme méthode s'agissant de l'acte 2 du quinquennat. J'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure. Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs. Ces mesures n'entreront pas en vigueur. Voilà, c'est dit. Alors avant de vous demander votre avis, je voudrais qu'on écoute le sénateur centriste Jean-Marie Van Lerenbergh. Il est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences, donc au Sénat. Oui, Jean-Marie Van Lerenbergh, le gouvernement vient finalement de renoncer à ce coup de rabot fiscal qui était prévu pour les seniors de plus de 70 ans qui employaient des personnes à leur domicile. C'est finalement une bonne décision selon vous ? Oh ben oui, je pense que c'était, je dirais, un tollé général de la part effectivement des personnes concernées, mais aussi de la part des parlementaires.
il faut bien avouer que les seniors s'estimaient à juste titre visés. L'an dernier, la CSG, cette année, des mesures, des économies d'ailleurs de bout de chandelle. Quand on sait que si on veut faire des économies, il y a évidemment beaucoup à gratter. Madame Buzyn elle-même dit qu'il y a 30% d'actes inutiles, injustifiés. C'est 50 milliards, ça. Là, on était sur une centaine de millions d'euros. Donc, réellement, on était une économie de bout de chandelle parce que, de toute façon, on faisait prospérer le travail au noir. Donc, c'est une mesure de sagesse qui vient d'être prise. Je souhaite d'ailleurs que, pour ma part, et si j'ai un conseil à donner au gouvernement, c'est bien celui-là, c'est qu'il écoute les parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Il a pris une juste décision, le gouvernement et le président de la République notamment, c'est d'aller à la rencontre des maires, d'aller à la rencontre des Français à travers le grand débat. De consulter. Et de consulter, de se concerter. Je dis bravo, mais il ne faut pas oublier les représentants du peuple. Ils sont détenteurs d'un mandat du peuple. Ils ont souvent beaucoup d'expérience de maire, d'expérience d'élus, et ils sont en capacité, effectivement, de conseiller utilement le gouvernement pour lui éviter cette erreur qu'il était en train de faire. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis 2 ans, le gouvernement fait une politique qui est un peu contre les personnes âgées, avec la baisse de la CSG, les pensions de retraite dévalorisées? C'est ce qui semble. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté délibérée de la part du gouvernement de cibler les personnes âgées. C'est vrai qu'effectivement, si on regarde les revenus, en moyenne, des personnes âgées, elles sont pas mal loties. Mais il y a aussi des petites pensions, il y a aussi beaucoup de gens qui ont absolument besoin de cette aide à domicile parce que s'ils ne sont pas totalement dépendants, ils ne sont plus en capacité de faire le travail nécessaire pour, au quotidien, assumer la vie d'un ménage. Donc il me paraissait indispensable de revenir sur cette décision. Le gouvernement l'a fait, je le salue. Très bien, une sage décision. Merci Jean-Marie Van Lorenberg d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre Guillaume-Bigot. Qu'est-ce que vous en pensez? On appelle ça renoncement, amateurisme. Les critiques pleuvent depuis tout à l'heure. D'abord, l'arbitrage final confirme que ce qu'on nous a présenté comme la Start-up Nation, en fait, a des fondations électorales. Enfin, c'est assez normal. D'ailleurs, tout pouvoir repose sur des socles électoraux. Et un des socles électoraux de la République En Marche, de la Start-up Nation, sont les EHPAD, enfin, des personnes âgées, c'est sûr. C'est là où est gros électorat de la République En Marche. Ce mouvement de jeunesse, de renouvellement, bon, en fait, on voit bien que ça repose sur les épargnants et sur les personnes âgées. Et ça, ils s'en sont aperçus. Ils s'en sont aperçus pendant la crise des Gilets jaunes, ils s'en sont aperçus aux européennes. On rentre dans la séquence des municipales, donc il ne faut pas être grand clair pour comprendre que c'est d'abord une arrière-pensée électoraliste. Et alors, on comprend bien ce que c'est finalement cet en même temps. Le en même temps, c'est à la fois une politique soi-disant débarrassée de la politique idéologique, technocratique, technique, en réalité comptable. On va dépenser moins, on va économiser plus, on va essayer d'optimiser. Enfin, vraiment, on est dans une politique de contrôle de gestion. C'est un contrôleur de gestion, Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, il faut quand même, on ne peut pas supprimer la loi de la pesanteur électorale. On dépend quand même de l'électeur. Et donc, on va quand même, voilà. Et enfin, troisième. Donc on tâtonne, ça veut dire? Je crois que là, ils ont été assez mal inspirés, parce que le troisième considérant de cette petite analyse rapide, c'est que tout de même, ils sont censés être forts en matière de communication, avec les éléments de langage, en lissant tout. Enfin, vraiment, ils communiquent à l'ère d'Instagram, de Twitter, tout est carré. Et là, évidemment, le En Marche, on ne sait pas dans quelle direction c'est. C'est à droite, c'est à gauche, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est que plus ils essayent de trop contrôler, en fait, finalement, la situation risque de vous échapper. Écoutez, moi je m'interroge effectivement sur les origines de ce couac majeur, qui n'est pas nouveau. Je ne parle pas uniquement de ce gouvernement. La réalité, c'est qu'il s'était agi d'une note à l'origine, sortie de la direction du budget, qui est dans son rôle, qui cherche des économies. Une toute petite économie est bonne à prendre. Sauf que ça n'aurait jamais dû passer la porte du cabinet du ministre du budget. D'accord, mais ça, les fuites, voilà. Bon, c'est sûr que là, c'était pas une fuite, c'est que ça a été petit à petit avalisé. Et c'est qu'il y a eu un moment où il n'y a pas eu de gens dans les cabinets, dans le ministre, à Matignon, pour tirer la sonnette d'alarme. Voilà, pour dire, attendez, là, c'est une bourde absolument majeure. Et on le voit sur beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'il y a un moment où il n'y a pas de capteurs sociaux, où il n'y a pas un conseiller qui va dire au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, attendez, non, ça, ce n'est pas possible. Il y en a eu un, mais 48 heures plus tard. Mais il faut arrêter. Et ça, je pense que ça interroge. C'est-à-dire que
comment est-ce que le gouvernement, celui-ci ou d'autres, perçoivent l'opinion? Quels sont ses instruments de mesure? Quelle est sa sensibilité? Voilà, les capteurs sociaux, effectivement, la sensibiliser, l'empathie. Parce que là, c'était évidemment complètement absurde, parce qu'on disait oui, on va réserver cette aide aux personnes en situation de handicap et de dépendance. Mais effectivement, il y a beaucoup de situations de personnes qui, sans être riches ou sans être nécessairement pauvres, sans être dépendantes, ont besoin de cette aide comme accompagnement pour faire des courses. Et ça, c'est une immense majorité des personnes âgées qui ne sont pas assez valides pour effectivement faire tout elles-mêmes. Et ça fait des mois qu'on dit que la dépendance et ça, c'est en plus un enjeu d'avenir. Et deuxièmement, on voit aussi les conséquences en matière de travail au noir. Toutes les mesures d'aide, alors on peut regretter, ça coûte, etc., aux emplois familiaux en général, ont été largement pensées pour justement réduire cette part de travail au noir qui coûte énormément à l'URSSAF et donc aux coûts sociaux. Et donc ça va à l'encontre de l'objectif recherché. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet qui oblige probablement le gouvernement à essayer de mettre en place, je ne sais pas s'il faut un conseil de sages, s'il faut un certain plus de mais ils ont les conseillers. Voilà, il y a les parlementaires, il y a les élus. Mais encore une fois, je pense que c'est un fonctionnement de cabinet. Vous avez 11 membres de cabinet maintenant dans les ministères importants. 11 membres, ce n'est pas nécessairement assez. Et ce sont des gens qui sont surdébordés, qui sont sur leur dossier technique, mais qui ne regardent pas, qui n'ont pas le temps, tout simplement, et je ne leur en ferai pas reproche, le monde extérieur. Et qui sont dans une logique, et qui en plus, effectivement, sont là uniquement pour faire des notes, pour obéir à des consignes. Voilà. Et ça, ce n'est pas absolument pas normal. Et trouver des sous. Enfin, il y a quand même une ligne là-dedans, si je peux me permettre, c'est quand même la ligne comptable. Moi, je trouve qu'il y a... Ce gouvernement a vraiment peut, sans vouloir critiquer de manière absolument stérile ou critiquer pour critiquer Emmanuel Macron, on voit bien qu'il y a une ligne directrice, s'il y a une vision, s'il y a une direction, elle est comptable quand même. Alors en même temps, voilà, il faut aussi réduire. On a un déficit budgétaire, on a un endettement qui sont trop importants, qu'il faut réduire. Mais c'est aussi un vrai problème. C'est aussi un problème de la logique budgétaire. C'est-à-dire que la direction du budget, c'est comme ça qu'elle fonctionne. La France a fait 16 fois défaut, et le seul pays au XXe siècle qui a remboursé sa dette, c'est la Roumanie. Mais cela dit, le sujet aussi, c'est le fonctionnement de l'administration. C'est-à-dire que la direction du budget, qui ne peut pas finalement taper sur les grandes masses de dépenses. Effectivement, elle cherche partout. Elle cherche partout à raboter, mais dans tous les ministères, pas uniquement les ministères sociaux. Et c'est comme ça qu'on fait effectivement qu'il n'y a plus de logique. En revanche, on ne fait pas des arbitrages, on ne fait pas véritablement de réaffectation des ressources de l'État, de redéploiement, comme on dit dans le jargon technique. Et je pense que c'est ce redéploiement qui paraîtrait tout à fait nécessaire. Allez, troisième thème de ce match, messieurs, la mobilisation contre la réforme des retraites. Le texte prévoit de fusionner en un système unique par points les 42 régimes qui existent à l'horizon 2025. Et cela ne passe pas, en tout cas pas auprès de tout le monde. Grève et manif ce mardi, près de 150 mobilisations un petit peu partout en France. Au total, 150 000 manifestants dans tout le pays. C'est un chiffre avancé par la CGT ce soir. Trafic SNCF perturbé, après les avocats, les médecins, les pilotes, les infirmières, la RATP ou encore Force ouvrière. C'était au tour de la CGT de défiler. Travailler plus longtemps pour gagner moins, ça c'est le mot d'ordre du gouvernement. Ici c'est travailler moins longtemps et avoir une pension qui permette de vivre. Donc nous, vous le savez, nous sommes pour le retour à la retraite à 60 ans. Nous sommes pour un seuil minimum de pension de 75% d'un SMIC à 1 800 €. Alors Guillaume Bigot, est-ce que vous les comprenez ces manifestations ? Non, pas du tout celle de la CGT. Je veux dire pourquoi ? Parce que je pense que prendre sa retraite à 57 ans, je crois, pour un certain nombre de conducteurs, les conducteurs de train, les conducteurs de métro, ce ne sont plus des métiers pénibles. Et voilà, on n'est plus au temps de la bête humaine de Zola. Donc là, on est dans une défense absolument caricaturale, complètement corporatiste, sans intérêt. L'argument aussi qui est servi, à savoir que finalement, dans ces métiers, la rémunération faible était en échange d'un emploi à vie ou de finalement partir à la retraite plus tôt. Hélas, 3 fois hélas, les salaires sont tellement écrasés en France que finalement, c'est même plus ces salaires qui étaient relativement faibles deviennent des salaires élevés. Alors moi, je suis pas du tout pour répartir la misère ou pour qu'il y ait des rois borgnes au pays des aveugles, mais enfin, c'est pas tout à fait digne. Et là, je pense que les Français sont assez d'accord finalement avec Emmanuel Macron. Cette réforme était assez indispensable sur les régimes spéciaux. Mais derrière, c'est un système par répartition. Donc si on veut le sauver, il n'y a pas tellement d'autres solutions que de cotiser plus longtemps, voire de réduire éventuellement le montant des pensions. C'est un ajustement normal. Là où c'est peut-être plus gênant, c'est que
on retrouve encore une fois cette vision comptable, essentiellement comptable. Le but de l'opération, c'est de rendre compte aux actionnaires à Bruxelles qu'on a bien fait le job, que globalement ça va coûter moins cher, qu'on a appliqué la feuille de route bruxelloise. C'est ça le problème. On n'a pas finalement un discours qui serait beaucoup plus porteur, à mon avis, en disant d'abord il y a le principe d'égalité qui compte énormément dans le cœur des Français. C'est quand même la passion dominante des Français, disait Tocqueville, il a raison. Au nom de l'égalité, au nom de la sauvegarde d'un principe par répartition, il faut faire des efforts. Et là, je pense que tous les Français seraient assez d'accord. Mais on voit bien qu'au fond, dans le cadre, dans le repère orthonormé qui est celui du chef de l'État et de son gouvernement, c'est-à-dire principalement la théorie du marché, on voit finalement que ce système par répartition, ça leur plaît pas tant que ça. Ils voient bien que politiquement, ils peuvent pas l'attaquer, mais en réalité, c'est pas trop leur truc. Oui, moi je ne pense pas que ce soit effectivement un diktat de Bruxelles, c'est tout simplement une réalité économique qui fait qu'on va aller vers des déséquilibres de plus en plus importants des systèmes de retraite, pour des raisons simples, pour des raisons démographiques, pour des raisons démographiques, et pour le fait aussi que les gens aussi vont vivre, ça c'est une bonne nouvelle quand même, malgré tout, plus longtemps. Voilà. Et en plus avec effectivement un vrai problème aussi de dépendance qui pose des problèmes tout à fait spécifiques. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc il faut agir sur un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire soit la durée des cotisations, soit le montant du versement évidemment, soit je dirais la durée d'année pleine. Donc, il y a plein de paramètres sur lesquels il faut agir. Alors moi je pense que premièrement, dire qu'on va allonger la durée du travail, sauf pour les métiers effectivement pénibles, où là je pense il en existe encore. Voilà, et il en existe. Et là je pense qu'il faut être parfaitement clair là-dessus. Je pense que c'est totalement indispensable. Et je pense qu'il y a d'ailleurs un certain nombre de métiers. Je ne vois pas pourquoi on devrait même fixer une limite d'âge. Moi je pense que, allons jusqu'au bout de la liberté. Moi je pense qu'il y a des métiers où les gens devraient pouvoir partir à la retraite s'ils le souhaitent. Mais attendez, pensez à un certain nombre de grands professeurs. On leur dit à 65 ans ou à 67 ans avec la réforme Fillon suivant leur âge, mais voilà, c'est terminé. Mais vous, l'inventeur du vaccin, et là je pense qu'il y a le découvreur du virus du sida est obligé de s'exiler aux États-Unis. Et je pense que ça c'est un sujet aussi. Maintenant, il y a des tas de personnes, pas tout le monde, qui à 72 ans, 75 ans, peut-être pas au-delà de 80, bien malgré tout, peuvent travailler, ont envie de travailler, de former les plus jeunes. Voilà, de former. Et je pense qu'il faut laisser aussi cette liberté plus grande. Bon, deuxièmement, c'est vrai que là où il y a un véritable problème, et je pense que ça, c'est quand même toute la phase de négociation qui va s'ouvrir, qui devra le préciser, c'est finalement dans chaque situation individuelle, qui vont être les perdants, qui vont être les gagnants. Là, on est quand même malgré tout encore dans un domaine d'incertitude, c'est-à-dire que monsieur ou madame Tartampion ne sait pas quand il ou elle partira à la retraite, combien lorsqu'il partira ou elle partira, combien quels euros il touchera. Et je pense qu'il y a cette obscurité. D'ailleurs, si vous me demandez à moi avec le changement de régime combien je vais gagner, je n'ai pas fait le calcul, je n'en sais absolument rien. Et je pense que ça doit être précisé, ne serait-ce que pour calmer les angoisses et aussi parce que derrière, pour les partenaires sociaux, c'est une base de négociation. Et le président de la République en dira probablement plus jeudi à Rodez, puisqu'il va participer à un débat sur ce thème. Il est censé faire de la pédagogie. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Allons plus loin, continue, place au grand débat. On va prendre le temps de revenir sur le projet de loi bioéthique qui est arrivé à l'Assemblée et on va le faire à notre façon, à la façon de Public Sénat. On va provoquer un échange entre députés et sénateurs sur le sujet puisque c'est ce qui se passe régulièrement au Sénat et à l'Assemblée. On appelle même ça les commissions mixtes paritaires, CMP. Il y a beaucoup de choses dans ce projet de loi, mais c'est la PMA pour toutes les femmes qui cristallise toute l'attention. On va y réfléchir tous ensemble. On a une demi-heure pour entendre tous les points de vue. D'abord, le point sur cette loi avec Jonathan Dupriez. C'est le texte de tous les dangers pour le gouvernement. Le projet de loi bioéthique arrive à l'Assemblée et promet d'intenses débats, notamment sur l'extension de la PMA à toutes les femmes, célibataires et couples de lesbiennes. Le texte prévoit aussi le remboursement de la PMA par la sécurité sociale. Sur cette question, le président du Sénat, Gérard Larcher, se dit assez ouvert, même si la droite sénatoriale reste divisée sur le sujet. Nous pourrons avoir les uns et les autres des positions différentes. La mienne, vous la connaissez, je suis assez ouvert sur ce sujet-là. Je l'ai dit depuis très très longtemps, mais je dois veiller à ce qu'il y ait un débat de grande qualité, de grande hauteur. Outre cette mesure phare, le texte de 32 articles prévoit une réforme de la filiation et de l'accès aux origines pour les enfants de lesbiennes nées par PMA, afin d'éviter les discriminations.
Autre sujet sensible, l'autoconservation des ovocytes. Actuellement, il est possible de conserver des ovocytes pour raison médicale. Hormis ce cas particulier, il est interdit de les congeler pour mener à bien une grossesse après 35 ans, âge où la fertilité baisse. Le texte prévoit de lever cette interdiction avec toutefois des limites d'âge. On doit regarder attentivement quels sont les détournements possibles et quels sont, y compris, la pression mise sur ces femmes. Il ne faut pas transformer un droit nouveau pour les femmes, que je soutiens, en contrainte supplémentaire pour les femmes. Et on pense ici à la pression du monde du travail, à la pression de la société, qui pourrait pousser des femmes à devoir reporter contre leur gré leur projet d'avoir un enfant, parce que leur employeur le demande. D'autres sujets figurent dans le projet de loi bioéthique comme le don d'organes, la recherche sur les cellules souches embryonnaires ou les tests génétiques. Les sénateurs examineront le texte au mois de janvier. Et avec nous pour le grand débat ce soir, Bernard Jomier, bonsoir, sénateur de Paris apparenté au groupe PS. Olivier Paccaud, bienvenue à vous également, sénateur LR de l'Oise, membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Bonsoir. Bruno Questel, bienvenue, porte-parole du groupe La République En Marche, député de l'Eure, membre de la Commission des Lois. Et Agnès Thiel, bonsoir et bienvenue, députée non inscrite de l'Oise. Vous étiez encore récemment députée La République En Marche, mais vous avez été exclue à cause justement de vos positions hostiles à la PMA, on y reviendra. 6 ans après les débats sur le mariage pour tous, beaucoup craignent un nouveau psychodrame. Bernard Jomier, est-ce que ça fait aussi partie de vos craintes ou est-ce que vous vous dites cette fois le débat sera plus apaisé, il se passe plutôt bien, il s'est plutôt bien passé en commission? Non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce qu'il y a une volonté de cadrage général sur cette question. Mais moi, la première chose déjà, c'est que je regrette que la question de la PMA, l'extension de la PMA, est inscrite dans les lois de bioéthique. Je pense que c'est une question sociétale, qu'il n'y a pas de nouvelles techniques qui soient apparues, qui changent la donne en la matière. Et donc, j'étais partisan d'un projet de loi à part. Ce n'est pas le choix du gouvernement. Donc ça arrive dans les lois de bioéthique. Malheureusement, d'ailleurs, ça envahit tout le débat. Parce que c'est une question sociétale très importante, par ailleurs, mais du coup des questions tout aussi importantes, comme la recherche sur les embryons, l'autoconservation des ovocytes, la médecine génomique, passent quasi inaperçues, alors qu'elles sont aussi porteuses de sens pour notre société. Donc, je trouve pense que pour le moment, en tout cas, c'est la PMA pour toutes qui occupe les esprits, qui occupe l'actualité, absolument. C'est un fait. Mais vous craignez un débat qui ne soit pas tout à fait apaisé. Olivier Paccaud, vous craignez, vous aussi, qu'on assiste un peu au psychodrame auquel on a assisté au moment du mariage pour tous? Il me semble que c'est le président de la République lui-même qui a dit que c'était le texte de tous les dangers. Peut-être parce qu'effectivement, on peut facilement agiter des craintes. Et je partage l'avis de mon collègue, à savoir que c'est un texte fourre-tout, avec beaucoup de sujets très importants qui vont malheureusement être éclipsés par cette problématique de la PMA pour toutes, qui méritait probablement un examen à part, entre guillemets. Donc sur ce point, vous êtes d'accord. Oui. Du côté de l'opinion, les voyants sont plutôt verts. On va peut-être regarder cette enquête de l'IFOP parue récemment. Jamais le soutien à la PMA n'a été aussi fort. 68% des sondés approuvent l'ouverture de la PMA aux femmes seules, contre 53% en 1990. 65% des sondés sont également favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, contre 24% en 1990. Agnès Thiel, il faut en tenir compte ou pas des sondages et de l'opinion sur ce genre de questions? Bonjour, je vous remercie de m'avoir invitée. D'abord, on fait dire ce qu'on veut au sondage. Si on demande aux gens, êtes-vous pour la PMA pour toutes, comme c'est un acronyme que beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre, tout le monde dira oui. Si on vous demande n'importe quoi. Non, mais moi-même, lorsque j'ai fait campagne, et je vous prie de croire que dans mes 173 communes, PMA, les gens ignorent exactement ce que c'est, ce n'est pas clair. En revanche, si vous leur dites, êtes-vous pour qu'un enfant n'ait pas de père, alors là, à 85%, ils vous diront probablement non. On fait dire vraiment ce qu'on veut au sondage, et selon la question qui est posée, on a la réponse qu'on veut. Donc pour vous, l'opinion n'est pas forcément favorable? Absolument pas, c'est une histoire politique, et politiquement, il faut que ça passe, et on fait dire tout ce qu'on veut, les médias aussi vont dans ce sens. À propos du débat apaisé, écoutez, moi-même, j'ai été exclue. Donc évidemment, si on travaille entre soi, ça finit par être apaisé quand c'est uniquement entre soi. Mais je note que les États généraux de la bioéthique n'ont pas été écoutés, que l'Académie de la médecine vient de donner un avis contre, ça n'est pas pris en compte. À chaque fois, il y a une bonne raison. Les collectifs de médecins, les témoignages, à chaque fois, il y a une bonne raison. Moi, je trouve qu'on passe quelque chose en force pour satisfaire
quelques personnes et pas beaucoup, et ça ne C'était une promesse satisfait pas. d'Emmanuel Macron. Hein. Et alors, il a été élu. Oui, mais les 120 000 fonctionnaires de moins aussi, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Pour moi, on ne promet pas un enfant. C'est pas un objet, c'est pas un jouet de Noël, c'est pas une promesse de campagne, c'est pas un objet. C'est beaucoup plus grave que ça. Alors, on va peut-être laisser répondre Bruno Kettel. Je pense qu'il a envie de vous répondre. Oh, je suis habitué au discours d'Agnès Thiel que je connais bien. Toute la mesure et la nuance dans les propos ne me surprennent pas. D'ailleurs, je rappellerai juste qu'on a été élus sur le même programme et dans lequel figuraient effectivement ces dispositions qui rentrent aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Maintenant, sur la question de la distinction de deux projets de loi, il y a le Conseil national d'éthique, il y a son rapport, il y a l'obligation de réviser tous les 10 ans les lois bioéthiques. Et donc, il a été fait un choix aussi d'inscrire ces dispositions dans un projet de loi plus large aussi pour faire aussi prendre la mesure de l'étendue de ce dispositif qui va être adopté. C'est adapter la législation à des questions scientifiques, médicales et autres, mais aussi sociétales. Il ne faut pas le nier. Il y a plusieurs points dans ce texte qui posent question, qui en gênent certains, peut-être vous d'ailleurs. Cette PMA qui sera a priori remboursée à 100% par la sécurité sociale. Vous m'arrêtez si je me trompe, c'est ce que j'ai lu, donc confirmez-le aussi à nos téléspectateurs ou infirmez-le. L'identité des donneurs, est-ce qu'elle sera connue, pas connue? Une question qui se pose. Peut-être à 18 ans, est-ce que c'est un peu tard pour connaître l'identité du donneur à 18 ans? Et après les dernières retouches de Nicole Belloubet, il n'y aura aucune mention de la PMA dans l'acte de naissance. Tout cela, Olivier Paccaud, qu'en pensez-vous? Alors déjà, moi je vais vous dire très clairement que je ne suis pas favorable à l'extension de la PMA, entre guillemets, pour toutes, pour 4 raisons. La première, c'est que c'est légaliser la conception d'un enfant sans père. La seconde, c'est que c'est détourner le rôle curateur de la médecine. La troisième, c'est qu'on le veuille ou non, pour des raisons de non-discrimination, ça ouvrira inévitablement la voie à la GPA. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas d'un côté donner un droit à des couples d'hommes, à des couples de femmes, pardon, ou à des femmes seules. Et pas à des hommes. Et pas à des hommes. C'est totalement impossible. C'est totalement indéfendable en fait. Et la dernière raison, c'est que, et c'est peut-être la plus grave, c'est que ça va ouvrir une boîte de Pandore eugéniste. Et il faut vraiment mesurer tout ce que ça peut engendrer. Alors, les termes sont très forts, Bernard Jonier. Oui, je crois que justement, quand on débat et qu'on veut débattre sereinement, il faut mieux s'abstenir de ce type de thème. La première chose, non, on ne peut pas analyser une évolution uniquement à partir de ses dérives. On doit la penser à partir de ses valeurs, après regarder le cadre et regarder les garde-fous qu'il faut poser pour éviter une dérive. Il y a une valeur quand même, on sent bien au travers des différents exemples que vous avez cités, qui imprègne l'évolution sociétale. Et là, dans cette loi de bioéthique, c'est la montée de la valeur d'égalité et de demande d'égalité. Et là, il y a eu un déverrouillage, et quelque part, les opposants ont raison là-dessus. Moi, je ne suis pas un opposant à l'ouverture de la PMA, j'y suis favorable, mais les opposants ont raison sur quelque chose, de dire que l'adoption du mariage pour tout a ouvert une nouvelle séquence. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît de nouvelles formes de couples, des couples hommes-hommes, des couples femmes-femmes, par le biais du mariage. Des nouvelles familles. Mais évidemment, on reconnaît qu'il y a une pluralité des familles et que cette pluralité des familles, pourquoi on leur interdirait l'accès à des techniques? Et donc, c'est bien ce cadre de valeurs qui pose l'évolution sociétale que moi, je soutiens. Après, on ne peut pas dire, par exemple, que la médecine est en pleine dérive, que la médecine est toujours curative. Non. C'est-à-dire, c'est même contraire à ce qu'est la définition de la santé et du soin. La prévention, ça n'est pas curatif et c'est de la médecine. La chirurgie esthétique, c'est pas très curatif et c'est réglementé dans notre pays. Donc, il y a là la mise à disposition de techniques en faveur de nouvelles personnes, de nouvelles formes de couple ou peut-être de femmes seules. D'ailleurs, c'est en débat parce que la société porte cette demande d'égalité et on la verra dans d'autres questions. On la voit dans la question de l'accès aux origines que vous avez soulevée. Parce que, je vais être bref, mais quand vous avez un enfant, dans 10 ans, les progrès de la génomique et de la médecine génétique font que la connaissance du patrimoine génétique de nos ascendants sera importante pour dépister et traiter certaines pathologies. Et il ne peut pas y avoir d'inégalité entre les enfants qui connaîtront et ceux qui ne connaîtront pas leurs origines. Et on a eu ces réflexions à l'Agence de biomédecine et à l'OPEXT, à l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, où on se dit que
cette rupture d'égalité serait problématique. Et ce sujet va jusqu'à diviser au sein des partis, la droite en particulier. Pas de consigne au sein des groupes, parce que cela touche à l'intime, chacun votera en conscience. Mais tout de même, l'eurodéputé LR, Geoffroy Didier, lance un appel à son propre parti. C'était hier sur Sud Radio. Écoutez. Je suis personnellement favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles, alors que je sais que je suis minoritaire au sein de ma famille politique. Mais pourquoi y suis-je favorable ? D'abord parce que nous n'inventons rien. La procréation médicalement assistée existe déjà. Je crois que la PMA ne menacera pas la société, que la PMA ne va tuer personne. Je voudrais qu'une droite puisse promouvoir la liberté. Alors, et au Sénat, y a-t-il des voix discordantes ? Oui, il y a celle d'Alain Milon, sénateur LR du Vaucluse, président de la Commission des Affaires sociales. Il est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences. Oui, Alain Milon, vous faites partie des rares sénateurs, les Républicains, qui sont favorables à la fois pour la PMA pour toutes et pour la GPA. Sur cette réforme de la PMA pour toutes, qu'est-ce que vous dites à vos collègues, les Républicains, qui sont opposés à ce projet ? Pourquoi vous dites des rares sénateurs républicains alors que c'est des rares sénateurs tout court ? Oui. On est rares dans tous les mouvements politiques sur le sujet. Ici, vous êtes un peu un ovni de la classe politique sur cette question. Peut-être, ouais, quoique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la PMA ? Ça existe depuis plus de 20 ans. Il y a en moyenne en France près de 20 000 naissances, entre 20 et 25 000 naissances de PMA par an pour les couples hétérosexuels. Et qu'il y a des centaines de femmes qui vont à l'étranger, en Espagne essentiellement, pour faire une PMA parce qu'elles ont une orientation sexuelle différente. Et que quand elles rentrent en France, ces enfants nés de PMA à l'étranger, dans le cadre d'une marchandisation, sont reconnus par la France comme étant des enfants nés de Françaises, donc français. Donc il est nécessaire de clarifier la situation. Et puis il est nécessaire, comme le dit le gouvernement, de rendre une certaine égalité entre les femmes. Mais si on parle d'égalité, il faudrait peut-être un jour aller jusqu'au bout de l'égalité. Et justement, l'étape suivante à cette réforme pour la PMA pour toutes, c'est la légalisation de la gestation pour autrui ? Je ne pense pas que ce sera l'étape immédiate. En tout cas, je ne pense pas que dans ce projet de loi, on puisse en parler parce qu'il y a beaucoup trop d'opposition. Mais je pense que comme la loi sur la bioéthique est renouvelable tous les 7 ans grâce au Sénat. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le Sénat qui avait exigé que celle-ci soit renouvelable régulièrement il y a 7 ans en arrière. Comme la loi est renouvelable tous les 7 ans, je pense qu'on en parlera ou dans 7 ans, ou dans 14 ans, ou dans 21 ans. Mais c'est sûr qu'on en parlera un jour. Quelqu'un a dit un jour, une avocate particulièrement intéressante, que ce qui était impensable avant-hier, inacceptable hier, sera inéluctable demain en matière d'éthique médicale. Est-ce que ces réformes sociétales consacrent un droit du citoyen à avoir un enfant ? Ça dérange en quoi ? C'est-à-dire que... Oui, mais je crois un enfant n'est pas un objet, c'est un individu. Est-ce qu'il doit faire l'objet d'un droit ? Le droit à l'enfant existe depuis la légalisation de la pilule ou la légalisation de l'IVG. Donc non, pour moi, le droit à l'enfant n'entraîne pas une suppression des droits de l'enfant. Bien au contraire, souvent, ceux qui se battent pour avoir un enfant respectent beaucoup plus leurs enfants que ceux qui ont des enfants nés par hasard. Très bien. Merci beaucoup Alain Milon pour votre réaction. Merci Alexandre. Réaction sur ce plateau de Bruno Quetel puis d'Agnès Steel. Oui, j'écoutais avec attention effectivement le sénateur Milon, c'était très intéressant. Et dans le même temps, vous disiez, il y a aussi le droit d'avoir un père. Et bien évidemment, j'ai des enfants, bref quoi. Mais moi, j'étais réservé, je m'en étais ouvert auprès d'Agnès Steel il y a plusieurs mois, sur tous ces sujets, à titre personnel. Et il m'est arrivé une séquence que je vais vous résumer très brièvement. Je rencontre un couple de femmes qui sont mariées et qui viennent me voir à la permanence et qui me disent « Bon, alors quand est-ce que ça passe tout ça parce qu'on est pressé, on veut un enfant. » Et puis je les revois 6 mois après et l'une d'entre elles était enceinte. Et je ne raconterai pas sur ce plateau comment elles ont conçu cet enfant, mais c'est terrifiant. Et c'est terrifiant, parce qu'un père ne peut pas être résumé à une seringue. Et là, c'est là où j'ai... Ça vous a convaincu ? Oui, complètement, parce que l'homosexualité, elle existe, parce que quelquefois on a l'impression qu'elle est découverte. Les capacités à avoir des enfants pour les couples d'hommes ou de femmes, elles existent, mais aujourd'hui il y a de l'insécurité juridique, il y a de l'insécurité médicale, je viens de l'évoquer.
Et le rôle d'une société, c'est aussi d'adapter la loi à ce qui se passe sur le terrain. À ce qui se passe sur le terrain, mais pas depuis 6 ou 18 mois, depuis la nuit des temps. Voilà. Agnès Thill. Oui, merci. Effectivement, j'ai entendu, et c'est très intéressant, ça pose beaucoup de questions. Vous aviez parlé aussi de la sécurité sociale. Ça pose quand même le problème de à quoi sert la solidarité nationale. Doit-on rembourser à 100%? Mais exactement, quand je vois que dans mes communes, c'était presque un gag à l'époque de Hollande où il avait dit les sans-dents, vous savez, ça avait fait... Mais je les vois, et je les vois à ma permanence. Honnêtement, les gens ne peuvent pas subvenir à leurs soins dentaires et à d'autres soins, et on va rembourser quelque chose qui n'est que un désir d'enfant. Alors on n'a pas de droit à l'enfant, mais in fine, c'est bien avoir un enfant, c'est pas le seul accès à une technique, sinon donnons des gamètes inefficaces, on verra si tout elles veulent y aller. C'est bien in fine avoir un enfant, c'est ça qui me gêne, effectivement, avoir un enfant sans père. Vous aviez posé aussi la question... de 18 ans pour connaître. Moi, j'avais effectivement, j'avais fait un amendement pour que l'enfant puisse connaître dès qu'il en éprouve le besoin ou l'envie. Et ça n'a pas été retenu parce que c'est pas à 18 ans qu'on veut. C'est dès qu'on en a 18 ans. C'est dès qu'on en a besoin. On a besoin de savoir d'où on vient. L'homme recherche ses racines, clairement. Et puis mettre dans l'état civil les deux mères, ça veut dire que nous arrivons à la mère d'intention. Et là, ça devient très compliqué parce que nous avons la chance d'avoir une justice de loi et de droit sur des lois que nous devons voter au Parlement de manière éthique et responsable et digne. Et nous sommes en train d'aller vers une justice de contractuelle. C'est un contrat devant notaire. Voyez, mais un contrat devant notaire, 20 ans après, il peut ne plus avoir lieu. D'ailleurs, votre mariage, 20 ans après, c'était un contrat et vous pouvez ne plus l'avoir. Et donc, cette mère qui dit, quelle mère, bien sûr, on va aimer à vie. On sait bien que tous les gens qui divorcent se sont aimés un jour, on n'aime pas à vie. Une intention, c'est pas à vie. Et donc, c'est ennuyeux. On va faire des orphelins. Avant de faire des orphelins de père, on en fait aussi plus tard des orphelins. Alors, je voudrais qu'on entende un autre point de vue, quoi qu'il soit assez proche du vôtre. C'est celui de l'eurodéputé de droite, François-Xavier Bellamy. Il exprime régulièrement ses réserves sur l'ouverture à la PMA pour toutes. Et lui, il élargit encore le débat. Il déplore le fait que l'être humain cherche à dompter la nature en fonction de ses propres désirs. Écoutez son raisonnement et je vous fais réagir après. Le désir d'enfant, il est absolument légitime et absolument respectable. La vraie question qui se pose à nous, et c'est une question qui nous touche tous, c'est la question de savoir si nous devons considérer que le désir doit gouverner nos existences. Et encore une fois, le désir d'enfant est légitime et respectable. La vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de savoir si la technique, et si la technique médicale en particulier, doit maintenant se donner pour but, non plus seulement de réparer les corps quand ils sont en mauvaise santé, mais de satisfaire nos désirs. Bernard Jomier, on est presque dans une question philosophique, disons-le. Est-ce que oui ou non, on doit, en fonction de nos désirs, dompter la nature grâce à la médecine? Non, mais la question, c'est l'utilisation des technologies qui sont à notre disposition et donc de l'évolution de ces technologies. Et donc, si on suit le raisonnement de François-Xavier Bellamy, on n'utilise pas les technologies, on est dans une vision naturaliste où c'est la nature qui décide de tout et... ma foi, si un ouragan dévaste, c'est comme ça. On ne cherche pas à construire des maisons plus solides, etc. Donc, je pense que ça trouve vite ses limites, ce type de raisonnement. Après, la difficulté du raisonnement éthique aujourd'hui, de tout temps, certes, il y a eu des modalités pour franchir, pour aller au-delà. Mais aujourd'hui, la mondialisation a eu aussi cet effet que la disponibilité est énorme. Vous prenez les tests génétiques qui sont interdits en France, mais encore hier, je voyais un reportage d'un homme qui racontait comment, je crois qu'on a vu l'histoire, et voilà, il est sur Internet, il a trouvé. Et donc, la mise à disposition est très importante, sauf qu'elle est limitée à une forme d'élite. Et donc, ça, c'est une rupture éthique profonde. Soit on estime que ces techniques sont inacceptables. Et donc, le Parlement peut le dire. Et à ce moment-là, on pose des frontières, et on pose des frontières étanches, des interdits, on sanctionne les personnes, etc. Soit on estime qu'elles sont entendables, qu'elles répondent à une évolution, qu'elles ne franchissent pas certaines limites de respect du vivant, et à ce moment-là, on les organise. Et il me semble que dans ce projet de loi de bioéthique va, sur ce plan-là, dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il cherche à penser les cadres qui doivent être élaborés, et donc à définir la place de ces techniques
et leur utilisation. Et est-ce que ce n'est pas tout simplement le sens de l'histoire, Olivier Paccourt? Regardons quelques chiffres. En 2017, le Comité consultatif national d'éthique estimait que 2000 à 3000 femmes françaises s'étaient rendues à l'étranger pour avoir recours à une PMA. Regardons où ces Françaises ont pu aller. 11 pays de l'Union européenne autorisent la PMA à toutes les femmes. Parmi eux, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, qui a le taux le plus élevé au monde de recours à la PMA. Est-ce que ce n'est pas le sens de l'histoire? J'aime pas cette expression de sens de l'histoire. Je suis agrégé d'histoire et c'est une expression sincèrement que je n'aime pas du tout parce qu'on a des retournements de situation des fois qui Alors sont oubliez la pas question, est-ce souhaitables. que c'est de toute façon ce qui se passe sur le terrain ailleurs que chez nous? C'est incontestable qu'aujourd'hui, certaines femmes qui veulent effectivement avoir des enfants sans le pouvoir le faire naturellement vont à l'étranger. Tout le monde le sait. Mais si on va jusqu'au bout de votre logique, à ce moment-là, nous n'avons même pas à légiférer, même pas à discuter. Parce que votre logique, c'est de dire, bon, c'est fait à l'étranger, donc que ça se fasse en France maintenant. Légalisons une pratique qui est sur le terrain réel. Moi, ça me pose un gros problème. Je pense que le Parlement, il est fait justement pour traiter de questions qui peuvent être très profondes. Et là, je pense, on se dit tout à l'heure, que c'est d'ordre philosophique. Effectivement, c'est notre conception de l'homme, notre conception de la vie. C'est un texte de bioéthique. Et je pense très sincèrement que ça nécessite un débat profond. Et ce n'est pas parce que certains de nos voisins ont fait certains choix, ils ont leur histoire aussi dans ces pays. Alors, que ce soit l'Espagne très catholique ou les pays du Nord, puisque c'est surtout des pays scandinaves qui ont été pionniers en la matière, ce sont des histoires différentes. Nous avons aussi notre histoire et des ressentis différents. Et je rebondirai sur une chose qu'a dit Agnès Steel, en réagissant sur les chiffres des sondages que vous aviez donnés. Lorsque, effectivement, moi j'ai eu à discuter avec certaines personnes dans mon territoire, je n'ai pas du tout eu le même ressenti que les sondages. Et effectivement, il y a un problème de pédagogie. Rien que le mot PMA ou AMP, enfin l'acronyme, n'était pas compris par les gens. Alors quand on leur explique concrètement, et sans vouloir faire du prosélytisme, ce à quoi ça correspond, les avis sont beaucoup plus partagés. Et alors, et je m'arrêterai là, parce que je vais laisser la parole quand même à mes collègues, c'est un sujet sociétal, très profond. Je pense sincèrement que le Parlement doit en être saisi, mais c'est peut-être des sujets sur lesquels il faut prendre vraiment le temps d'interroger la population. Je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à un référendum, mais il faut vraiment entendre profondément la population à ce sujet. Et pourquoi pas le référendum, Bruno Kettel? Écoutez, c'est pas à l'ordre du jour, donc c'est pas la peine de... Mais ce serait une idée? Non, c'est une idée qui est avancée par mon collègue qui, tout comme moi, n'en a pas la prérogative. Donc moi, je réponds pas aux questions qui me sont pas posées par le président de la République et le gouvernement en l'occurrence, qui en ont seuls la compétence. Mais moi, je reconnais tout à fait débat sociétal. Mais je voudrais, enfin, moi, c'est le chemin que j'ai fait, je le dis sans détour, c'est aussi sécuriser, accompagner celles de nos compatriotes qui aujourd'hui, de toute façon, auront recours à des méthodes, quelles qu'elles soient, pour avoir un enfant. Et ces enfants, ils méritent d'être protégés avec un état civil, avec tout un tas de dispositifs qui fassent qu'ils prendront leur envol d'individus. Et moi, je ne peux pas entendre, parce qu'il est des gens, y compris dans mon entourage proche, qui n'ont pas connu leur père, par exemple, mais qui sont tout à fait équilibrés, je suis désolé de vous le dire. Donc il faut arrêter avec cette forme de fantasmagorie. Je veux dire, on nous annonçait l'apocalypse sociétale avec le mariage pour tous, je suis désolé, mais ça fait pchit. Donc il faut s'inscrire aussi dans la prise en compte des souhaits aussi de nos compatriotes dans un cadre arbitraire et limité d'avoir un père, au niveau de la loi. C'est pas ce que j'ai dit. Non, ne caricaturez pas mes propos. Attendez, j'ai trois gars. Non, attendez. Agnès, oui, alors effectivement, c'est une question philosophique très importante qui nous convient de nous poser. La première, c'est est-ce que tout désir a vocation à être assouvi? Parce que si la réponse est oui, c'est effrayant. Et la deuxième, c'est est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire? Et si la réponse est oui, c'est effrayant.
On doit se poser ces deux questions. Et si on n'a pas de réponse, par exemple, j'ai pas de réponse, j'ai plutôt envie de vous dire oh là non, parce que c'est effrayant. Alors dans ce cas, je veux qu'on fasse jouer le principe de précaution qui vaut pour tout sauf pour l'homme. C'est quand même extraordinaire. Là, on n'est pas certain des conséquences que ça aura. On ne sait pas certain de la boîte de Pandore qu'on ouvre et on ne fait pas jouer le principe de précaution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous évoquiez les femmes qui partent. C'est une réalité, elles vont ailleurs. Eh bien, écoutez, elles vont ailleurs assumer un désir, n'est-ce pas? Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est d'abord, tout le monde peut aller ailleurs, si vous voulez, assouvir votre désir et vous acheter une Porsche ou aller aux Canaries, faites donc. C'est quand même pas à l'État de valider et bientôt de prendre en charge avec la sécurité sociale votre désir. Enfin, vouloir un enfant, c'est pas pareil que vouloir une Porsche. Hein. Non, on est d'accord, mais elles vont ailleurs assumer un désir. C'est-à-dire que la première chose quand même du projet parental qui va élever, éduquer, apprendre les règles, c'est de faire quelque chose d'interdit dans son pays. Et résultat, après, il va falloir valider, on demande au pays de valider. On veut une validation officielle d'un comportement privé. Ce qui me gêne, c'est que les extrêmes, on les fait venir ainsi. C'est-à-dire que vous me dites, puisqu'elles vont ailleurs, on est bien obligé de le faire. Mais moi, j'en connais qui vont mettre des murs aux frontières pour pouvoir retrouver notre liberté. Donc, on n'est plus libre. Comme ça se fait en Belgique et ailleurs, et en Espagne, il faut bien qu'on le fasse chez nous. Autre question, il nous reste quelques minutes, même si le gouvernement le réfute, ce débat nous incite effectivement à parler de la GPA, parce qu'ailleurs en Europe, là aussi, on la pratique, la gestation pour autrui. Et cela vous surprendra peut-être, mais il y a 10 ans, la droite et le centre du Sénat n'y étaient pas complètement hostiles. Souvenez-vous, en 2010, 21 sénateurs co-signaient une proposition de loi tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui. Ils s'étaient rendus à Londres pour rencontrer des acteurs du sujet et pour en comprendre les problématiques. Les équipes de Public Sénat les avaient suivis. C'était en mai 2008. Regardez, c'était un extrait de reportage de Flora Sauvage. L'expérience d'aujourd'hui est intéressante dans la mesure où, si on légifère, on s'aperçoit bien des problématiques. Mais il est vrai que si on ne légifère pas, on continue à jouer les autruches qui laissent faire ailleurs, y compris en Grande-Bretagne, ce qui devrait se faire qu'en France pour des femmes françaises. Voilà, Olivier Paccaud, mieux vaut légiférer que de jouer les autruches. Alors là, carrément, on parlait de la GPA. Hein. Oui, alors mieux vaut légiférer peut-être, mais entre les autruches et les apprentis sorciers, on peut choisir. Alors, effectivement, que certains de mes collègues... Il y avait Alain Millon, qui, au moins, a la cohérence dans la durée. Il n'a pas changé d'avis. Lui, il l'affirme toujours. Il n'a pas changé d'avis. Néanmoins, il faut quand même bien être conscient qu'avec la GPA, on franchit encore une étape dans ce qu'on appelle la marchandisation des corps. Alors, je crois quand même savoir qu'il n'est pas du tout à l'ordre du jour de la part du gouvernement d'aller jusque-là. Je vous le confirme. Vous me le confirmez, ça me rassure. Néanmoins, ça sera inévitable. Légalement. Ça sera indéfendable d'accorder un droit, d'autant plus que toute la rhétorique de La République En Marche aujourd'hui, c'est de dire nous voulons donner un droit, un nouveau droit à ces femmes qui ont un désir. Eh bien, vous ne pourrez pas refuser ce droit à des hommes. Bruno Kettel. D'autant plus que la technique leur permettra de... Mais aujourd'hui, ce droit, il est exercé par des hommes, dont certains sont des vedettes de télévision, et qui expliquent avoir pu, grâce à leurs moyens, opérer. Donc aujourd'hui, c'est la seule ségrégation par l'argent qui pose les limites au dispositif que vous évoquez. Donc est-ce que c'est satisfaisant ? Je pose juste la question, est-ce que c'est satisfaisant que le mur de l'argent, pour reprendre l'expression de Agnès Thiel, soit le seul aujourd'hui à faire que certains couples d'hommes peuvent et d'autres non ? Peuvent louer le ventre d'une femme ? Je pose juste la question. Je crois que vous posez la question de comment, enfin, qu'est-ce que tout cela traduit ? Je crois d'abord, ça traduit d'abord, il y a une véritable évolution sociétale. Je veux dire, le débat sociétal, il a lieu en permanence, ne serait-ce que parce que depuis le mariage pour tous, on a vu les sociétés évoluer vers l'acceptation de ce mariage pour tous et donc la reconnaissance des différentes formes de couples et d'hommes homosexuels, hétérosexuels. Et donc, les droits vont avec, je le disais en début d'émission, il y a effectivement une logique qui mène jusqu'à la gestation pour autrui. Ça n'est pas l'heure sur un plan sociétal, là pour le coup, je vous en donne acte, et législatif, mais clairement, le moment viendra où il faudra qu'on l'organise. Mais on ne peut pas, je veux dire, le débat sur la marchandisation du vivant, il est sérieux. Il se pose sur des tonnes de domaines, sur les organes, sur les embryons, sur la recherche, sur la médecine, etc. Et il se règle. Je veux dire qu'il se règle. Il ne peut pas, lui seul, faire obstacle à la mise en œuvre de cette question de la GPA. Je comprends dans certains modes de raisonnement, comme celui de Mme Thiel, qu'elle soit opposée à la GPA. Je comprends son cheminement et je le respecte.
Mais je dis qu'il ne faut pas utiliser un argument qui est d'ordre second, et pas secondaire, hein, mais second, que l'on peut régler pour argumenter sur le fait qu'on ne doit pas. Avant tout, c'est quel est notre rapport au couple, quel est notre rapport au désir d'enfant. Il nous reste 10 secondes, Agnès Steel, si vous voulez répondre en 10 secondes. Eh bien, voyez, moi, j'étais tout à fait pour le mariage pour tous. Elles peuvent fonder une famille, elles peuvent adopter, elles peuvent fonder une famille. Simplement, pour moi, là, on franchit une ligne rouge, celle de faire ce que la biologie ne permet pas. Mais on fait des tas de choses que la biologie ne permet pas. Et à partir de là, beaucoup de choses sont possibles. Mais on en fait des tas que la biologie ne permet pas. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce débat et d'avoir joué le jeu du débat entre sénateurs et députés. Merci infiniment. Fin de cette émission. Merci. Demain de 16h30 à 18h30. Demain 7h30, vous retrouvez Bonjour chez vous. Oriane Mancini reçoit Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Très bonne soirée sur Public Sénat.